toujours sur le sujet iranien, mais en parlant d'autres pays. Là, on a parlé de l'OTAN, mais parlons des pays de l'Union européenne. Alain, est-ce que ce fut un signe vraiment positif ou un pur épiphénomène, le refus des partenaires européens pour l'appel à l'aide de Trump pour participer aux opérations pour débloquer le détour d'Ormuz? On a Macron qui a dit non à Donald Trump ainsi que d'autres pays. Est-ce que c'est un épiphénomène ou alors est-ce que c'est un éternel retour du concret, peut-être un réveil stratégique du territoire européen? Comment analyses-tu la chose? Vous n'oubliez pas que quelques semaines avant, Trump avait dit en gros, vous êtes mes vassaux et vous allez payer notre défaite face à la Chine. C'est vous qui allez payer le différentiel. Donc tu peux pas à la fois insulter les types, les menacer, leur dire le projet que tu as pour eux, c'est-à-dire nous allons retarder la défaite économique et impériale de l'Amérique par rapport à la Chine en enfonçant l'Europe. C'est ça que Trump nous a fait comprendre. Et 15 jours après, tu leur dis, venez nous aider. Et puis il y a aussi le problème de respect des opinions publiques. C'est que on a déjà beaucoup menti sur l'Ukraine. Les peuples européens voient quand même que la crise économique s'aggrave à mort et qu'on donne de l'argent à un pays ultra corrompu qui a déjà perdu la guerre. C'est déjà très dur à vendre. Hein. Il y a quand même le problème de la politique qui est dans un monde qui n'est pas encore le monde des lumières sombres, où il faut encore jouer le jeu de l'opinion majoritaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont compris qu'il fallait sortir de la démocratie si on voulait pouvoir continuer à avancer, parce que même si la démocratie est une escroquerie, comme toute escroquerie, il faut quand même faire un montage. Tu vois ce que je veux dire? Il faut perdre du temps et investir dans l'escroquerie. Et on est quand même dans cette escroquerie de l'opinion, du respect de l'opinion majoritaire, qui demande à mentir beaucoup, effectivement, à acheter des menteurs. Mais là, on est à des moments, on arrive à une certaine limite. C'est-à-dire qu'après l'Ukraine, dire l'Iran, je sais pas si tu vois, enfin, c'est du x10, quoi. Les leaders européens se disent, on risque carrément de se faire lyncher, quoi. Il y a un vrai danger. Alors évidemment, il y a un soutien médiatique, hein. Il y a une diabolisation extrême du régime iranien pour dire, il faut absolument. Tu imagines quand on est à demander à Isabelle Adjani de nous donner son avis je sais pas quoi, à la nuit des Césars. Ouais, en fait, tu vois, on est un peu au bout du bout, quoi, là, hein. Mais oui, on atteint une limite en ce moment. Et c'est vrai que le danger, c'est quand les gens sont en train de perdre et qu'ils sont mauvais joueurs, c'est ce qu'on appelle renverser la table. Effectivement, il y a la possibilité à un moment donné d'une bombe atomique. Voilà, on va vers une crise économique comme on n'en a jamais vu depuis, je ne sais pas depuis quand, parce que et n'oubliez pas que cette guerre qui notamment attaquait les Iraniens à cause aussi de la lâcheté de tous les pays sunnites autour. Les pays sunnites autour, ils sont en train de se faire démonter la gueule parce que ce sont des marchands de pétrole qui n'ont pas d'eau. Et le message aussi, c'est vous avez laissé l'Iran seul. Alors c'est toujours une rivalité sunnisme-chiisme, mais l'air de rien, voilà, vous en prenez plein la gueule. Et ça aussi, c'est la stratégie iranienne qui est quand même assez intelligente, c'est qu'aucun de ces pays ne reste fonctionnel alors que ce sont que des marchands de pétrole, hein. Je veux dire, et puis avant de reconstruire tout ça, ça va prendre des années. Et puis les gens qui pensaient que Riyad, tu sais, ces nouveaux paradis climatisés, c'était génial, leur avenir est un peu compromis, hein. Ils sont en train de faire la valise en ce moment. En fait, ça, non seulement tout le monde fait la valise et tout le monde doit prendre des avions, mais on est en train de détruire aussi, je rappelle, l'industrie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le commerce de l'aviation civile, hein. Il y a des mises, le prix du carburant va exploser, le danger va augmenter, on va voir aussi un effondrement de l'économie des compagnies aériennes. Il y a déjà 40 000 licenciés, je ne sais pas où, si c'était la Luftwaffe ou je ne sais pas quoi, enfin on voit des signaux rouges s'allumer partout. Et là, le message, c'est vous êtes allé emmerder l'Iran, pourquoi? Finalement, est-ce que sous prétexte qu'il faut que les femmes mettent des voiles dans la rue, ça méritait de détruire pratiquement, de foutre en l'air 20% de l'économie mondiale? Il y a des gens qui disent, oui, c'est que 20%. Déjà, quand tu tapes 5%, c'est déjà très très violent. 20%, c'est pas viable, hein. Et ça peut basculer à bien plus. Donc là, il y a quand même des tas de gens qui se disent, attendez, et notamment des gens qui aiment faire des affaires aussi, qui disent, attendez, on est où là? Le monde est à feu et à sang, tout ça, parce que l'Iran agace certaines personnes. La justification ne tient pas, tu vois. Je rappelle entre autres que s'il y a un régime, une république islamique chiite en Iran,
C'est parce que l'ayatollah Khomeini était logé à Neuf-le-Château et que les Américains qui avaient déjà mis le Shah d'Iran à la place de Mossadegh parce que Mossadegh les emmerdait sur la nationalisation du pétrole, ont fini par vouloir virer le Shah d'Iran qui voulait renouer avec la grandeur perse et se doter de la bombe atomique qu'on était en train de leur vendre. Je rappelle, c'est la France qui est en train de leur vendre et que c'est les Américains aidés par les Français qui ont mis en place le régime de l'ayatollah Khomeini. Hein, je le rappelle, il est arrivé par un avion d'Air France. Tu vois, hein, il n'est pas arrivé sur un cheval avec un sabre. Hein. Donc tout ça, c'est ce que racontait d'ailleurs un des fondateurs juifs d'ailleurs de 102 ans qui avait monté l'OSS et la CIA. Il dit, nous n'avons fait que des conneries, et comme nous avions beaucoup d'argent et que nous étions dirigés par des dingues, notamment les frères Dole qui sont des évangélistes, nous avons foutu la merde partout, et notamment si nous n'étions pas intervenus en Iran, l'Iran aujourd'hui serait une démocratie avancée. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui, malgré le mensonge et les gens stipendiés pour ça, que les impérialistes américano-sionistes, on va dire, hein, ces néocons, sont des dingues, des fouteurs de merde, et que c'est eux le vrai problème du monde, c'est pas l'Iran, et qu'il faut à un moment donné qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Et c'était notamment d'ailleurs le programme discret et politique et politicien de Trump. Il est en train de l'accomplir malgré lui. C'est parce qu'on parle de ce qu'on appelle le dévoilement. Et je rappelle le dévoilement, le mot religieux pour dévoilement, c'est apocalypse. Hein. Tout le monde est en train de comprendre qui sont les méchants. Hein. Malgré effectivement. Alors quand je dis tout le monde, la ménagère de plus de 50 ans, elle comprend pas forcément grand-chose, mais c'est pas comme ça que marche la politique. La politique, c'est quand même toujours des petits groupes organisés qui ont une vision un peu quand même supérieure à la masse et qui agissent. Et qui agissent. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les élites mondiales ont compris que le problème, c'était la coalition israélo-américaine, voilà, qui est en train de foutre le business en l'air. Faut pas oublier, le business, c'est important. Hein. Il y a des gens là qui se plaignent que le business... Alors ceux qui s'en réjouissent en ce moment, finalement, c'est les Russes, parce que là, ils sont en train de se gaver de pognon avec la vente de gaz et de pétrole, et surtout, on parle beaucoup moins de l'Ukraine. Et puis, quand il faut aller mettre de l'armement pour combattre les Iraniens, sans doute que ça va moins à l'Ukraine. Donc le Zelensky fait la gueule aussi. Donc c'est quand même, il y a des types là qui ont foutu un bordel incroyable pour des raisons qui sont invendables au reste de la planète. Parce que il fallait faire tomber le régime des mollahs parce qu'ils sont pas gentils avec les femmes, alors qu'on sait qu'il y a plus de femmes ingénieurs dans les universités en Iran qu'en France ou aux États-Unis. Hein. Ça, C'est vrai voilà. on voit pas les mêmes réflexions sur l'Arabie Saoudite ou autre. Justement, Alain, par rapport à la communication dans les médias français, donc on a cette diabolisation de l'Iran, l'analyse de la situation en Iran elle-même ou en Israël pour être pro-israélien, mais par contre sur le sol français, on a cette communication et finalement tu en as été impacté sur le plan judiciaire. On nous parle de la menace iranienne maintenant sur le territoire français. Donc il y a la menace des frères musulmans, le terrorisme iranien, et là, avec cette guerre, l'argument des pro-sionistes est que de toute façon il faut se ranger du côté de l'Occident parce que cette guerre vient de développer une colère encore plus grande de la part des Iraniens contre l'Occident, avec même des déclarations donc de djihad. On voit des titres partout. Est-ce qu'on est face à une menace de djihad mondiale? Que répondre à cet argument-là de dire l'Iran est un ennemi de la France à cause de la colère amenée par cette guerre? Bah, c'est toujours la communication, on va dire, sioniste grossière, c'est de dire la vraie menace, c'est l'islam. Les musulmans sont en train de nous envahir. Je rappelle qui les a fait venir. Hein. Il faudrait peut-être rappeler qui a décrété le regroupement familial. Ministre Chirac sous présidence Giscard. D'où vient cette idéologie de grand remplacement ou de grand métissage du Grand Orient de France, hein, des loges, qui sont donc qui est la matrice du Parti socialiste. Hein. Il faut se rappeler du rôle joué par SOS Racisme. Qui est derrière SOS Racisme? Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, etc. C'est-à-dire que les mêmes aujourd'hui qui disent qu'il y a un grand danger de djihad qui va conquérir l'Europe sont ceux qui ont fait venir ces maghrébins musulmans en France à l'époque pour lutter contre le sursaut identitaire légitime qui était incarné par Jean-Marie Le Pen et le Front National. Donc il faut voir qui sont les responsables de cette merde. Et puis aussi cette idée complètement stupide que le chiisme étant une branche détesté par les sunnites, et en plus ultra minoritaire, puisque représentant que 15% de l'islam, on peut pas dire à un moment donné que le moteur du djihad européen soit l'Iran. Ils nous ont parlé il y a quelques mois des frères musulmans. La passion entre les frères musulmans et l'Iran, ils sont carrément ennemis, et puis pas qu'un peu. Hein. Donc tout ce baratin qui est vendu par Golnadel et puis des stipendiés de troisième zone, ça marche, je dirais, sur la masse un peu abrutie parce que eux, ce qu'ils voient, c'est la délinquance ethnique.
hein, et donc ils disent la délinquance ethnique c'est l'islam c'est l'invasion. Donc ça marche un peu. Ça marche un peu, c'est toujours pareil, sur du mensonge, de la bêtise, de la catastrophe organisée. Mais au niveau de l'analyse sérieuse, de prétendre que... Je rappelle que le mec qui est à la tête de la pieuvre iranienne en France, c'est censé être moi. Et que cette pieuvre iranienne, parce que j'ai pris 2 ans de prison ferme pour ça, c'est 3 personnes, dont 2 que je ne connais pas. Hein. Et que je vous rassure que la puissance des réseaux iraniens en France, comparée à la limite à celle des frères musulmans au sens qatari, c'est déjà rien. Les frères qataris, bah, ça donne le PSG, hein, en gros. Et puis, par contre, le truc où on rigole, c'est ce que je disais, c'est l'éléphant sioniste au milieu du salon, et puis les petites souris qui courent le long des plaintes, quoi. Je veux dire, s'il y a une puissance qui domine la France jusqu'à l'écraser contre ses intérêts, par une stratégie de diviser pour régner, une stratégie de parasitisme qui confine au pillage, eh ben, c'est cette énorme domination sioniste sur la France. Il suffit de regarder... d'écouter LFI, enfin les médias de Bolloré et Drahi pour le comprendre. Et puis surtout, ça donne cette incroyable diabolisation de ce peuple français qui avait été élevé depuis les années Mitterrand à l'antiracisme et à la compassion tiers-mondiste. Et ça donne LFI, et aujourd'hui, c'est d'arriver à comparer Mélenchon à Le Pen. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on méprise à ce point-là l'histoire, la logique et la morale, même si on a une grande puissance de corruption sur les médias et sur la lâcheté individuelle, hein, on va parler d'Éric Nolot, enfin des épaves, quoi, des types qui seront tondus à la libération. À un moment donné, il y a quand même le réel, quoi, le réel. Ça va être difficile de maintenir ce narratif très longtemps, qui est un narratif quand même de gens qui, pour se maintenir au pouvoir, sont obligés de créer en France une situation de guerre civile et effectivement de transformer la France en Palestine occupée. Je rappelle qu'Israël ne peut pas être un modèle pour aucune démocratie occidentale. C'est le pays le plus dangereux du monde, c'est un pays entièrement militarisé, c'est un pays où il faut construire des murs et des routes pour les uns et pour les autres, c'est un ghetto en réalité, c'est un ghetto géant. Comment peut-on penser une seconde qu'Israël puisse être un modèle pour la France, qui je rappelle est au départ la douce France de Charles Trenet? Je veux dire, il faut l'énorme puissance de mensonge et de corruption que sont la politique et les médias français par la puissance d'argent de ce qu'on appelle la communauté organisée, pour que ce soit un peu audible, mais ça peut pas être crédible très longtemps. Parce que je dis, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mur du réel, quoi. Voilà, et moi, je crois à ce mur du réel. D'ailleurs, je vois aujourd'hui que les sionistes français alliés aux suprémacistes blancs, là, puisque finalement, c'est ce que j'appelle l'alliance judéo-nazie, quelque part, dans sa version la plus grotesque, qui est la version française. On a la version dramatique en Ukraine, la version obscène en Palestine, et la version ridicule en France. Hein, c'est l'alliance Golnadel-Rochdy, tu sais, c'est ceux qui se prennent pour le peuple élu, ceux qui se prennent pour la race des seigneurs. Et ça... à un moment donné, ces gens-là sont en colère et ils disent que, je cite Pascal Praud, que François Hollande est un ignoble antisémite parce qu'il n'a pas fait barrière aux alliances locales pour les municipales entre LFI et le résidu du PS. Et que, genre, il faudra le punir. Et t'as Pascal Praud qui dit au CRIF, il faudra que le CRIF punisse François Hollande, qui est un ignoble antisémite, parce qu'il n'a pas mis en place l'arc républicain. Je rappelle que l'arc républicain, à l'époque, c'était l'interdiction pour la droite de collaborer avec le Front National. Aujourd'hui, maintenant, il y a l'arc républicain qui s'est déplacé complètement de l'autre côté de l'échiquier depuis le 7 octobre. Hein, ça s'est fait comme ça très vite. Et c'est l'interdiction au PS de passer des alliances locales avec LFI. On va parler de la politique, Alain, nationale. On va parler de la politique nationale dans quelques minutes. Pourquoi, Alain? Parce qu'il y a un timing important. Dans 10 minutes, il est 21h et nous aurons tous les résultats des élections municipales. En tout cas, nous aurons une idée avec le grand combat qui est à Paris. Et il faudra qu'on parle un petit peu de la politique nationale. Mais j'aimerais qu'on termine quand même ce volet géopolitique sur le conflit iranien, même ukrainien. D'ailleurs, si je posais cette question sur le côté du terrorisme iranien, c'est parce que je vois, on a parlé donc des opérations de CNews, etc. Mais j'ai même pu noter, alors je le dis, j'invite tous les spectateurs et même Alain à regarder. Et peut-être qu'Alain pourra commenter ce personnage que je m'apprête à citer. On a Alain Bauer qui est apparu sur la chaîne de Légende, la chaîne de Guillaume Play, qui permet de toucher un public de plus en plus large, avec un aspect un peu politique, de divertissement. Et Alain Bauer, dans cette émission, on parle de criminologie, de terrorisme, il nous parle du terrible espionnage russe, chinois, aussi américain, et aucun mot sur l'espionnage israélien. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé quand même assez impressionnant, je vous invite tous à le regarder. Donc on a Alain Bauer, qui est quand même le seul criminologue de France,
il est revendiqué comme ça, qui fait donc aussi cette communication sur un public plus large pour nous parler voilà, des menaces internationales, du terrorisme, du contre-terrorisme. Mais on voit qu'il y a un ciblage sur la Russie, les pays du Moyen-Orient, mais pas forcément Israël. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça, Alain? C'est-à-dire sur ces médias-là et aussi ces personnages qui apparaissent pour commencer à construire un petit peu plus l'opinion. Est-ce qu'il faut s'attendre à une machine de plus en plus importante? Bah, déjà, Alain Bauer, il suffit de dire qui c'est. Il est juif, ancien grand maître du Grand Orient de France, et il est soi-disant spécialiste des questions de sécurité française. Ça fait doucement marrer, c'est comme quand on confie à des sociétés israéliennes de sécuriser l'aéroport de Roissy, tu sais, alors qu'il n'y a que des barbus au bagage qu'on recrute, tu sais, par discrimination positive dans le 9-3. Tu vois, enfin, je veux dire, comme disait Céline, c'est lourd. Mais en fait, ces gens-là ne cherchent pas la finesse, hein, ils cherchent le passage en force avec beaucoup d'argent, des mensonges très grossiers, mais qui, répétés 1000 fois et très fort, bah, finissent par étouffer les voix comme la mienne. D'autant plus que moi, on me fout en prison si je suis pas capable de bouger au bon moment. Voilà, on a Bernard-Henri Lévy qui vient nous expliquer systématiquement. Ça fait 50 ans que Bernard-Henri Lévy nous explique qu'il faut faire la guerre à tout le monde. Enfin, je veux dire, et qu'il est encore invité avec marqué philosophe, alors qu'il a été traité d'escroc, je rappelle, à l'époque par Raymond Aron, par Claude Lévi-Strauss. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des goy, hein. Donc la question, c'est pourquoi la France est tombée au niveau où elle est tombée, effectivement, parce que il y a une centrifugeuse qui a mis sur la touche tous les gens qui étaient capables de produire une analyse de ce qui se passait depuis les années 80, qui est une lente montée en puissance, qui s'appelle d'ailleurs la montée du CRIF, d'une communauté très minoritaire qui a décidé de faire de la France on va dire son deuxième Israël au cas où ça se passerait mal, et qui pour ça sont obligés de détruire toutes les élites légitimes issues, je rappelle, à la fois du gaullisme et du Parti communiste français, tu vois, on voit bien ces deux destructions qui ont été faites, et à la fin, on a une anti-élite à la tête du pays qui permet à cette minorité de se maintenir, mais en foutant la France en l'air, hein. La France est en voie de destruction accélérée, on le voit au niveau du Quai d'Orsay, enfin, on a quand même un type comme Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères. On a la petite à lunettes, là, je sais même plus quel est son rôle, qui éructe toute la journée. Comment elle s'appelle, là, la petite. Dans le chat, il faut qu'ils nous le disent parce que je l'avais sur le haut. On dirait une lycéenne. Je l'avais sur le bout de la langue. Mais qui se pâme devant Israël toute la journée, y compris en faisant des déplacements là-bas. Aurore Berger, enfin, je veux dire, on a le président Macron, effectivement, qui est un truc qui était inconcevable quand on voit que la France est quand même la plus vieille nation du monde occidental, hein, quand même. On a inventé même le modèle. Il a fallu arriver à ce niveau de destruction et de corruption et d'anti-élite pour que se maintienne cette communauté, je rappelle, qui effectivement est symbolisée par l'aberration du dîner du CRIF, où une association communautaire qui représente statistiquement 1/6 de 1% du peuple français, dans un pays qui ne reconnaît pas constitutionnellement les communautés, puisqu'effectivement, depuis la Révolution française et la nuit du 4 août, s'est opérée la dissolution des corps intermédiaires, et que la République française dit bien que rien ne doit subsister entre l'individu citoyen et la nation souveraine. Donc, je veux dire, on est dans une aberration totale, et c'est pareil, je ne pense pas que ça puisse durer éternellement, même si chaque jour ça produit un chaos aggravé pour la France, qui aujourd'hui d'ailleurs est la volonté de créer des tensions de type guerre civile entre la jeunesse blanche qui en a marre de 40 ans de délinquance racailleuse et de se faire traiter de raciste et de fasciste, et de l'autre côté des gauchistes, effectivement, qu'on active en faisant croire qu'en face il y aurait des fascistes, n'est-ce pas? Et ça, c'est une création de toutes pièces à l'intérieur de la petite bourgeoisie blanche, hein, je le rappelle, qui a les mêmes problèmes face à la crise économique, de les pousser à une espèce de guerre civile molle qui fout le pays en l'air, hein. C'est la guéguerre des militants de LFI face aux militants du RN, qui a déjà donné, on va dire, l'affaire Quentin. Tout ça pour que puisse se maintenir le CRIF, qui est censé incarner la République française. Je rappelle que ces gens-là organisent des dîners républicains. Enfin, je veux dire, on dirait un sketch de Groland, mais malheureusement, c'est le pouvoir français. Et moi, j'ai cru longtemps qu'on pouvait rigoler avec tout ça, et j'ai compris à un moment donné que cette vérité que je disais presque avec humour, en gardant mon esprit punk, allait me valoir le cachot
et la mise à mort, hein. J'ai bien senti qu'à un moment donné, on m'avait expliqué, parce que j'ai quand même deux trois amis quelque part, que si je rentrais en prison, je n'en sortirais jamais, ou les pieds devant, hein. Parce que j'agace, comme vous avez d'ailleurs la preuve, c'est que depuis quelque temps dans les médias, on soupçonne l'équipe de Bardella d'avoir été formée par Soral, et aussi les gens qui sont derrière Mélenchon. Et Et on va en parler, la justement. terreur de On ces va en gens-là, parler. c'est une réconciliation des Français de bonne volonté qui voteraient et des Français de bonne volonté qui votaient les filles. Si jamais ils se réconcilient, ça sauve la France. Alors, on va en parler, Alain. Il faut qu'on fasse le point, mais il va y avoir une petite transition de publicité. Je te l'ai dit, Alain, pourquoi. Mais aussi, c'est que donc Alain l'a dit, il agace, et là, ça va agacer. On va se concentrer sur le prisme national. Ce sera peut-être un petit peu moins excitant, un petit peu plus triste, mais c'est quand même nécessaire au vu du clivage actuel et de la propagande massive. Parce qu'on a aussi les résultats qui viennent de tomber pour les élections municipales avec d'énormes surprises. Je rigole absolument aucune, mais petite vidéo. Et oui, une transition aussi importante qui nous fait le rappel pour la revue mensuelle, parce que pour le numéro d'avril, eh bien, pour les abonnés, vous allez déjà découvrir, vous savez qu'il y a les testicules mensuels d'Alain Soral, et là, pour le numéro d'avril, ça parle de la mafia des mafias. Nous n'en dirons pas plus, parce que c'est un numéro spécial sur l'affaire Epstein, et nous pouvons l'annoncer, il y a aussi une collaboration, et on les remercie, avec Faits et Documents, qui va analyser la question du méga groupe, et aussi mon premier article qui permet de refaire un peu l'historique de l'affaire Epstein, ou plutôt de l'histoire d'Epstein, de Ghislaine Maxwell et de son père Robert, pour avoir tous les éléments. Mais vous avez tous les liens qui sont en description et 7 jours d'essai gratuit. Et je le rappelle aussi pour soutenir Alain, parce que là, on voit marqué l'axe de la résistance Paris-Moscou, mais c'est alainsoral.com, alain-soral.com pour avoir ses analyses mensuelles, le soutenir directement. Contre-culture pour les ouvrages. On salue par exemple Rachid Achachi, qu'on a cité plusieurs fois avec Comprendre la Russie. Donc, n'hésitez pas à le suivre également sur les réseaux sociaux parce que ça peut lui attirer malheureusement toutes ces mésaventures. Si vous voulez suivre les aventures en direct et les commentaires d'Alain Soral sur X officiel, Alain Soral. Comme ça, vous pouvez le voir échanger avec Laurent Nunez, par exemple, notamment. Bref, parlons de la politique française, Alain. Donc là, on a les résultats des élections municipales. Donc, on va s'intéresser juste à dire une seule information. Les autres villes ne sont pas très intéressantes. On avait le grand sujet parisien, mais on peut extraire quelque chose. Donc, c'est Emmanuel Grégoire qui a été élu avec grande surprise. Donc, remontée incroyable du PS pour ces municipales. La gauche qui revient en force. On a eu pendant ces municipales, pour rester un petit peu sur le sujet israélien, on a eu une personnalité qui est sortie du bois, qui a été mise sur le devant de la scène, absolument exceptionnelle, qu'on a déjà cité plusieurs fois, mais peut-être qu'il y a de nouvelles choses à dire. Sarah Knafo, la grande révélation, a tendu la main d'ailleurs à Rachida Dati, mais il semblerait qu'elle n'ait pas été saisie. Alain, que peux-tu nous dire un peu sur ce que représente le cas Knafo, qui est vraiment en pleine ascension, qui semble être se désaxer aussi de Zemmour, etc., qui semble partir sur sa grande carrière personnelle. Que peut-on dire un peu de ce qu'elle représente pour la France aujourd'hui, qui inspire quand même une jeunesse de manière assez importante? Je l'ai bien connue, hein, puisque ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est quand elle avait 20 ans, c'est à moi qu'elle s'est adressée, à l'époque par Facebook, et nous avons été proches, comme chacun sait. À l'époque, d'ailleurs, j'étais très copain aussi avec Zemmour. On se voyait au Bonaparte tous les trois et on discutait longuement. Et d'ailleurs, Zemmour prenait des notes de ce que je disais. Et puis, j'ai retrouvé ça quelques jours après dans les médias dominants. Mais bon, à la limite, c'était flatteur hein, pour moi. Donc, Sarah Knafo, ça fait longtemps que je dis qu'elle a un grand avenir politique parce qu'elle est formée, elle a la volonté. C'est une femme. Elle a vocation à remplacer Marion Maréchal qui n'a pas le niveau et Marine qui est vieillissante, et elle incarne l'idée que de cette droite bourgeoise qui effectivement serait la solution par rapport à l'ensauvagement islamique de la France en s'appuyant sur l'exemple israélien et la manière dont les Israéliens savent mater les Palestiniens. C'est un peu ça son truc. Et c'est vrai que c'est ça c'est l'essentiel de sa vitrine. Parce qu'après, c'est vrai que quand elle a annoncé ça, les gens se foutent un peu de son programme économique et des détails. Ils se disent, elle est le rempart
à l'islam racaille qui est en train effectivement de déferler sur la France, ce qui n'est pas faux non plus, hein. Il suffit de se balader sur la Côte d'Azur, à Nice, qui était avant des paradis, pour ceux qui se rappellent de ce qu'étaient ces régions des années 30 jusqu'aux années 80. Il y a une réalité quand même. Ces gens-là ont bien travaillé. Jean-Pierre Bloch a bien travaillé. Il a bien rempli la France de Maghrébins qu'on a bien élevés dans l'hostilité envers la France, avec effectivement ce passif colonial et cette guerre d'Algérie. Et ça est une réalité qui agace les Français qui n'ont jamais accepté cette immigration de peuplement. Et Xarak Nafo est là pour vous dire, moi je vais vous en délivrer. C'est-à-dire que je suis la juive de droite qui va vous délivrer de ce qu'ont fait les juifs de gauche. C'est-à-dire que, alors on ne sait pas effectivement si c'est pour maintenir un certain pouvoir juif en place ou si c'est effectivement parce que les juifs de droite seraient peut-être les seuls capables de corriger les fautes des juifs de gauche. Il y a des gens qui le voient comme ça. Et il y a ambiguïté, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas si ces gens-là se combattent réellement ou si en réalité il y a derrière une solidarité communautaire et que le but c'est de les maintenir au pouvoir coûte que coûte, malgré un bilan catastrophique sur tous ces sujets. Et C'est ça justement, Alain, l'inconnu. Hein. justement, Alain, si on retire cette question communautaire et même sur la vision géopolitique, est-ce que la vision portée par Sarah Knafo sur la politique nationale, sur aussi la politique économique, n'est pas uniquement une ligne avant-gardiste, mais même une ligne qui représenterait la solution pour régler les problématiques de la France, si on met de côté les aspects communautaires et géopolitiques? J'en sais rien parce que je te dis franchement, moi j'étais en train de sauver ma peau pour quitter la Suisse et je sais que je pourrais pas revenir en France. De là à éplucher les programmes politiques. Moi, ce que je remarque, c'est que normalement, la pseudo-droite républicaine et la pseudo-gauche socialiste devraient être totalement disqualifiées politiquement et avoir disparu. Or, non seulement ils ne disparaissent pas, mais il reste en fait les deux bastions dominants. En fait, on a un pouvoir macronien qui se maintient au centre en étant résiduel à moins de 10%. On a ces deux vaches de la bêtise française et de la lâcheté française qui sont la pseudo-droite républicaine et la pseudo-gauche socialiste. Et puis un peu extrémisé des deux côtés, le RN qui finalement est quand même marginalisé par son hypersionisme d'une certaine manière, et le LFI qui est un peu marginalisé par son hyper pro-palestinisme. Donc tout ça nous fait une espèce de pyramide qui en fait produit que ça ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne bouge depuis plus de 20 ans, alors que ça fait 20 ans qu'on pourrait se dire, avec le bilan catastrophique de ces gens-là, ils devraient avoir dégagé depuis longtemps. Or non, je veux dire, rien ne change. Ça veut dire que, comme je l'ai dit souvent, le changement politique ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Et malheureusement, par les burnes, c'est-à-dire par une crise aggravée à un tel point qu'on se retrouve dans une situation de quasi-soulèvement populaire du type super gilet jaune, dont la France a quand même le secret et qui s'inscrit quand même dans une certaine tradition française. Et Sarah Knafo là-dedans, c'est quand même une histoire de bourgeoisie du 17e arrondissement élargie. Hein, je veux dire, bon, elle fait 10,3% à Paris et elle était à 9,90. Je pense qu'elle a eu un petit coup de boost pour être quand même au deuxième tour. Elle aurait très bien pu une paillette, mais c'est une très belle performance pour une entrée en politique. Et moi, j'ai toujours dit, on l'a fait un fait document d'ailleurs sur les nouveaux personnages qu'on allait faire monter, et on avait dit que Sarah Knafo, il y a plus d'avenir que Zemmour, qui est moins politique et plus, on va dire, honnête, c'est-à-dire plus journaliste qu'elle, et qui est moins femme, et puis aussi qui a commis l'erreur de réhabiliter Pétain. Et ça lui a barré le CRIF. C'est le CRIF qui a disqualifié Zemmour, parce que le CRIF a dit à Zemmour, on ne touche pas à la Shoah, parce que c'est la vieille bourgeoisie ashkénaze, ils veulent pas y toucher, alors que lui représente, on va dire, les juifs maghrébins, dont le problème n'est pas la Shoah et Tata Rachel en 33, mais le problème de vivre à Sarcelles, à proximité des franco-maghrébins particulièrement hostiles, avec en plus un différentiel dans le rapport de force quotidien. Donc il faut bien comprendre. C'est pour ça que moi j'étais à l'époque où Zemmour se présentait à la présidence, j'ai dit oui, Zemmour président du CRIF. Moi, je pense que ça serait très bien que Zemmour prenne la présidence du CRIF, parce que ça mettrait le CRIF face à une réalité qui est sa réalité sociologique, qui est la montée des Juifs d'Afrique du Nord et le lent déclin des Juifs d'Europe de l'Est, les uns étant déterminés par la Shoah et les autres par le problème de l'immigration maghrébine. Donc ça, au moins, on serait dans le respect de la sociologie de la complexité de ce qu'on appelle la communauté juive. Et le CRIF, aujourd'hui, incarne encore une domination de la vieille bourgeoisie ashkénaze
sur, on va dire, la montée de la plus jeune communauté juive maghrébine. Et c'est ce que Zemmour incarne. Donc ça, bon, c'est pour faire une petite parenthèse. Voilà, Zemmour, moi je serais content que Zemmour devienne président du CRIF pour les juifs, parce qu'en fait, ça exprimerait mieux la réalité juive quotidienne. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Hein. Je dis, voilà, voilà, je suis pas... en réalité, contrairement à ce que disent les cons et les menteurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix, la France, que la France redevienne un pays de paix et de prospérité. Ce qu'elle devrait Alors, être normalement. Ce qu'elle devrait être. La France est un pays riche, faut pas oublier. vraiment, parce que si je suis les médias,